s'inscrit dans le cadre du nouveau schéma directeur numérique qui est en cours de préparation pour donc toutes les communes membres de la DSI mutualisée, enfin toutes les collectivités, pardon, donc Grand Chambéry, Chambéry, Laravoir, La Motte et les CCAS. L'idée était de prendre un petit temps de contribution, on va dire, large. Donc, les différents services ont déjà été consultés dans le cadre de ce SDN et on voulait ouvrir un petit peu autour d'une des thématiques plus largement. Donc, la thématique qu'on a choisie, c'est l'open data, puisque évidemment, dans le cadre d'un schéma directeur numérique, c'est un des points d'interface on va dire les plus pertinents vis-à-vis de l'extérieur, puisque c'est par là qu'on met à disposition de la donnée qui est réutilisable. Mais ça, je pense que ce sera l'objet de la discussion d'aujourd'hui. Donc, sur cette thématique, je pense qu'on peut tous saluer le travail assez important qui a été fait par les équipes des collectivités depuis les obligations légales nouvelles qui nous sont incombées depuis 4 ou 5 ans. Donc, avec la mise en ligne d'un portail, je pense que Lise reviendra dessus. Après, nous, ce qu'on aimerait amorcer, du coup, c'est après cette première phase, on va dire, d'amorçage, de mise en conformité et de mise à disposition d'outils, finalement, une phase qui va aller plus vers les usages. Et ça, c'est quelque chose qui est assez récurrent dans le cadre des réflexions qu'on a sur le SDN, c'est-à-dire que le numérique, c'est pas uniquement des outils, c'est avant tout des usagers qui se servent de ces outils. Donc, on a choisi, vous le verrez dans les thématiques d'aujourd'hui, de se caler un petit peu sur certaines des thématiques du schéma directeur numérique qu'on a déjà identifiées. Une des thématiques importantes, c'est la question évidemment de la transparence et de la participation citoyenne. Donc, je pense qu'on est en plein dans le sujet. Mais on va aussi essayer de se rattacher à différentes thématiques métiers. Donc, ça va être le cœur des différents ateliers pour ceux qui resteront sur la deuxième partie, pour envisager comment, en fait, est-ce que la production de données qui est faite au niveau de la collectivité peut être d'utilité pour d'autres acteurs. Donc, comme je le disais, je pense que la clé maintenant à ce stade, ça va être une réflexion sur l'accompagnement des usages. Donc, ça peut être des usages à la fois externes, donc à travers des partenaires, des parties prenantes du territoire, que ce soit des simples citoyens intéressés, des associations, d'autres collectivités, pourquoi pas, qui auraient un intérêt pour les données que nous produisons. Mais aussi interne en fait, parce qu'il y a pas mal de données qui sont produites, qui sont actuellement assez peu utilisées. Donc là, c'est au cœur de la transformation qu'à l'échelle de la ville de Chambéry, on aimerait mener. Et je pense que c'est une intention qui est partagée au niveau des différentes collectivités. Et enfin, comme je l'ai déjà dit, le dernier point, c'est à ce stade-là de faire, on va dire, de l'idéation, d'avoir des retours de la part des usages qui sont en cours actuellement, des idées sur les usages possibles, exprimer des besoins en fait sur des données qui pourraient être manquantes et de jouer ce rôle, on va dire, de facilitateur aussi pour finalement peut-être que certaines des données qui vont vous intéresser ne sont pas produites par les collectivités de la DSI mutualisée, mais peut-être qu'on peut travailler ensemble pour identifier si des sources existent, pour pourquoi pas faciliter la création de données par les citoyens également. Donc voilà, c'est ça le thème de ce qu'on vous propose ce matin. Sans plus attendre, je vais vous laisser Lise lancer la session. Merci. Votre micro est coupé, Lise. Lise, votre micro est coupé en fait, si vous essayez de parler. Voilà, oui, pardon, excusez-moi. J'ai un petit peu problème avec la technique. Oui, donc je disais, Ghislain Descréaux est maître du temps, donc il nous arrêtera peut-être sur certains moments, enfin, où il nous fera des signes. Et donc, j'ai enregistré la session pour que les personnes qui n'ont pas pu nous rejoindre en bénéficient. Donc, l'open data, concrètement, qu'est-ce que c'est? Donc, on appelle l'open data ou ouverture des données. C'est vrai qu'open data est un peu plus court. Donc, ça consiste en fait à diffuser de manière proactive des données issues du travail quotidien des administrations, mais aussi des délégataires du service public afin de permettre à quiconque de les utiliser gratuitement. Donc, les données produites par les administrations sont au sens de la loi des documents administratifs. Donc, ils peuvent revêtir plusieurs formes, donc sur le dossier, études, comptes rendus, statistiques, directives, des codes sources aussi, donc principalement des données. Et ils adoptent donc plusieurs supports, des écrits, des enregistrements visuels, vidéos, sonores, sous forme numérique ou informatique. Donc voilà pour poser un peu le cadre. Donc ces données, elles sont mises à disposition donc sur internet, on verra un peu plus loin.
Donc en vue notamment de produire des études, des articles de presse, parce que il y a pas mal de journalistes qui utilisent les données mises à disposition. Euh, des applications mobiles, des services en ligne de visualisation de données, ce qu'on appelle la data vise, et puis donc aussi des infographies, dans une logique, bien sûr, de bien commun. Pour ceux qui n'ont pas encore découvert ce terme, donc l'open data, on est dans une logique de bien commun, c'est-à-dire que ces données produites par les administrations donc, appartiennent à l'ensemble des citoyens. Donc, ces données elles ont plusieurs, l'open data, elle a plusieurs facettes. D'une part, la transparence de la démocratie, renforcer notamment la transparence de l'action publique par la mise à disposition de données brutes, avec un fort niveau de finesse, ce qu'on appelle la granulométrie, finesse spatiale ou temporelle, de réduire notamment les asymétries d'information dès lors que les citoyens disposent des mêmes informations que l'administration. Donc les facettes aussi, c'est le partage des données, donc ce qui est très important. Donc ça va se faire, le partage et la libre circulation de l'information, qui va se faire du coup au niveau mondial. Le partage des données, ce qui va être intéressant, c'est que ça va permettre d'améliorer leur qualité et puis de mieux aussi connaître le système d'information, de cartographier des données qui du coup n'étaient pas forcément visibles ou identifiées. Ça permet aussi d'utiliser la même donnée pour plusieurs usages, et notamment les usages, on va les retrouver dans les industries de la donnée. Donc là, on parle d'outils connectés, de, pardon, de de big data, donc notamment donc c'est des données collectées en grand volume. Notamment, on peut prendre l'exemple des smartphones qui trouvent une utilité, toutes les données de smartphones qui peuvent trouver une utilité dans l'analyse des comportements, par exemple, dans une ville. Et les objets aussi connectés grâce à des capteurs, donc qui produisent une quantité importante de données. On peut prendre l'exemple de capteurs dans des containers à verre, par exemple, qui permet de gérer notamment d'optimiser les tournées. Et puis enfin, la facette de la transformation des administrations, donc qui est un levier d'innovation ouverte pour les administrations. Et donc notamment, l'État demande de se saisir du coup de ces données pour trouver des usages, pour répondre aux demandes des citoyens. Ce droit d'accès donc à la donnée, donc en fait, pour remettre un peu le contexte de l'open data dans le contexte législatif, en fait, c'est une continuité des politiques publiques sur la transparence. Donc de 1789, où en fait, il y avait déjà dans l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme la transparence, l'accès aux documents administratifs par le citoyen. Après, nous avons eu donc 2 textes importants qui sont la loi CADA, que du coup, je vous en reparlerai rapidement. Mais donc c'est la commission d'accès aux documents administratifs qui institue en fait le principe de la liberté d'accès aux documents administratifs. Toute personne qui en fait la demande a le droit d'obtenir la communication de documents administratifs. Renforcé donc par la loi de 1979 sur les archives, donc sur les délais de communicabilité des archives, qui a été largement allégé par la loi de 2008, où 80% des documents sont communicables si ce sont des documents achevés et qui n'ont pas de données personnelles ou de données qui protègent le droit commercial et industriel. Donc voilà, donc dès les années 2000, en fait, on a des transpositions des textes européens et mondiaux, puisque l'open data, on va le retrouver du coup au niveau mondial. Et donc ce qui nous intéresse, donc c'est la loi Le Maire de 2016, qui s'appelle la loi pour une république numérique. Et donc là où du coup l'open data qui était déjà apparu depuis 2005, en fait, l'ouverture des données, déjà on en parlait déjà dès 2005. Donc l'open data, en fait, c'est par défaut, c'est-à-dire que c'est plus aux citoyens de demander les documents, mais c'est aux administrations de leur fournir par défaut. Les grands principes de l'open data, donc des données complètes,
Donc toutes les données publiques doivent être rendues disponibles dans ce que je vous disais, dans les limites légales liées à la vie privée, secret professionnel, secret commercial. C'est donc l'open data par défaut. Des données brutes, ce qu'on appelle des données primaires, donc elles sont ouvertes telles quelles, voilà, à la source. Des données fraîches, donc il y a aussi une condition de mise à jour dans leur production, donc c'est-à-dire que, une fois qu'on les a publiées, il faut quand même les mettre à jour. C'est aussi une condition de l'ouverture des données. Des données accessibles, donc elles doivent être utilisables par le plus grand nombre d'usagers potentiels, donc dans le cadre de la loi CADA, donc sur la communication des documents, et le RGPD, donc qui est sur les données personnelles, la protection des données personnelles. Des données exploitables par les machines, donc ces données, elles peuvent être traitées automatiquement, elles doivent pouvoir être traitées automatiquement par des machines. C'est pour ça qu'elles auront un format particulier. Des données donc, qui peuvent être utilisées par tous, sans réclamer en fait un enregistrement préalable. On n'a pas besoin, sur notre plateforme Open Data, on n'a pas besoin de s'identifier. Elles sont mises à disposition sur Internet sans condition. Des données dans un format ouvert, donc le format ne doit pas être propriétaire, donc type Excel ou PDF. Donc là, on est sur des fichiers, des formats de fichiers propriétaires. Donc on va utiliser plutôt d'autres formats du type CSV. Donc là, on ne va pas trop rentrer dans la technique, mais c'est important de le savoir. Et donc ces données seront aussi ouvertes avec une licence d'utilisation de type licence ouverte. Donc à Grand Chambéry, on a choisi la licence, et à la ville de Chambéry, la licence ODBL, donc qui ne contraint pas l'utilisateur, mais on lui demande de rappeler la source, en fait, de dire sa source, et puis de laisser ouverte cette donnée pour qu'on puisse aussi la réutiliser. Donc les données l'ouverture des données, donc en bref, donc des données numériques, une obligation avec la loi de 2016 pour les administrations et services qui ont une mission de service public de plus de 3 500 habitants et de plus de 50 agents, régie sous donc un petit chapeau sous la loi CADA, donc avec des données diverses et variées, des horaires, des mesures, des événements, pas de données personnelles. Hop, une publication sur internet, donc publication soit sur la plateforme nationale qui s'appelle data.gouv.fr, où vous trouvez tout type de données, que ça soit des administrations, mais aussi des données d'entreprises, puisqu'il y a des entreprises qui jouent le jeu. Et donc ces données, elles doivent être brutes, accessibles, réutilisables, gratuites et mises à jour. Donc l'ambition de l'Open Data pour Grand Chambéry et la ville de Chambéry, donc pourquoi ouvrir les données? Donc d'une part pour une obligation légale, mais aussi donc pour assurer la compréhension de l'action publique et sa transparence. Moderniser l'action publique, donc transparence permettre aux citoyens déjà de mieux comprendre le fonctionnement de nos collectivités, développer aussi la participation citoyenne, moderniser donc l'action publique, donc le partage de la donnée au sein des collectivités, des choses qui ne se faisaient pas forcément ou que selon un certain service. Renforcer donc et améliorer l'efficacité des services publics, permettre de communiquer aussi à travers des visualisations de données. Pour le citoyen, c'est un peu plus parlant que du coup des tableaux, et aussi aider les élus à la prise de décision des politiques publiques. Le 4e point, donc pour renforcer aussi les services aux citoyens, donc aider les entreprises à développer des outils à valeur ajoutée pour les citoyens, donc des applications notamment. Favoriser aussi l'émergence d'un écosystème de producteurs et de réutilisateurs, donc c'est aussi l'objet de cet événement. Et pour le développement économique, donc accélérer l'innovation par les données, donc dans le cadre de territoires connectés sur Grand Chambéry et de Chambéry, tout ce qu'on appelle aussi la Smart City. Voilà, développer des nouveaux outils, des nouveaux services. Voilà, ce sont les objectifs de l'open data. Donc à Grand Chambéry, ville de Chambéry, on a choisi du coup une qualité des données. Donc je vous ai mis l'échelle de Tim Berners-Lee qui met une échelle de qualité des données ouvertes. Donc la première étoile en fait, c'est rendre les données accessibles sous licence ouverte. Donc ça peut être un PDF qu'on peut réutiliser, que n'importe qui peut réutiliser. Mais là, on n'est pas sur de l'open data, la première étoile. La deuxième étoile, rendre disponible des données sous forme structurée, donc sous forme de tableau. Donc là, on a Excel, pareil, ce que je vous ai dit, on n'est pas sur un format ouvert,
mais c'est déjà pas mal. Et donc là, on commence avec le 3 étoiles, donc être sur vraiment, sur de l'open data, donc puisque ces données, elles sont structurées dans un format non propriétaire et puis, donc après les 4 et 5 étoiles, donc utilisation notamment de flux pour désigner des éléments avant que les internautes puissent, pointer sur ces éléments. Voilà. Pas obligé de les télécharger, mais vraiment, de les pointer. Donc nous, on a choisi vraiment de rentrer dans l'open data et d'être sur ces, 3 et 4 étoiles. Comme je vous l'ai dit, donc la loi CADA, elle est liée donc à l'open data et donc elle ouvre, le champ des possibles qui est assez immense. Donc les thèmes, enfin c'est toutes données publiques. Donc on a choisi quand même de se restreindre sur des thèmes. Donc d'abord sur la mobilité parce qu'il y a de gros enjeux, et notamment l'État, nous pousse à ouvrir, nos données de mobilité, que ça soit le bus, le vélo ou la voirie, la commande publique, donc ça c'est une obligation, donc tout ce qui est les données essentielles de commande publique, les données financières bien sûr, tout ce qui est, budget, l'urbanisme, donc le PLUI, le cadastre et l'habitat. L'environnement, donc là où on a fait un gros thème, donc avec 3 sous-thèmes, donc qui sont, les eaux, eau potable, assainissement et cours d'eau, la gestion des déchets et le cadre de vie et le développement durable et les espaces naturels. Une visibilité de territoire aux données, on a choisi d'avoir une seule plateforme. On aurait pu, choisir d'avoir 2 plateformes, une ville, une agglo. Donc on a vraiment choisi d'avoir une visibilité de territoire puisque du coup on a des données sur, nos 38 communes. Donc je vous invite du coup, Ghislain va le mettre dans le chat, le lien, vers, la plateforme Open Data de Grandchambery. La plateforme en chiffres, donc voilà, on a commencé la démarche en 2018, en mars, donc moi j'ai été nommée en mars 2018. On a publié la plateforme en novembre 2018 et donc avec, 8 jeux de données et puis donc on est allé crescendo, donc jusqu'à, cette année, donc on est quand même, voilà, c'est une petite moyenne, mais on a 55 jeux de données. Il faut savoir que l'équipe projet n'est pas à temps plein, aucun de nous n'est à pardon, n'est à temps plein sur ce projet-là. Donc voilà. Donc on a, les chiffres, c'est 2 700 utilisateurs, 248 jeux de données répertoriés puisque du coup, moi j'ai, par ailleurs un tableau où je répertorie les données des 2 collectivités, et on a fait le choix pour l'instant de publier que 55, 48 000 téléchargements et 446 000, appels API. Donc les appels API, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite passerelle pour éviter de télécharger, les données. Les réutilisations, connues, puisque le principe de l'open data, c'est qu'on ne connaît pas forcément les réutilisations. Donc essentiellement, comme vous le voyez, sur de la mobilité. Donc on a, voilà, MyBus, l'association, Roulib, dont on verra tout à l'heure, Navicia avec, l'entreprise Kizio, le localisateur. Donc là, on est que sur des données de mobilité. On a aussi, donc une plateforme qui s'appelle Sirène LD qui récupère toutes les données essentiel de commande publique de toute la France. Donc voilà, et sur le tourisme, donc une expérimentation dont je vais vous parler. Hop, donc voilà, donc les démarches et expérimentations. Donc on a accompagné, tout au long de ces années les agents, puisque, du coup, ce qui est le principal, c'est aussi d'acculturer, les agents à la donnée. C'est pas même s'ils en produisent, quotidiennement, c'est pas évident pour eux de comprendre que leur base de données, on peut pas la publier telle quelle en open data, les initier aux bonnes pratiques, des conférences auprès des élus et des agents, pour, dire voilà, qu'est-ce que l'open data? On a participé notamment au festival, Transfo. On essaye d'intégrer ces événements dans le cadre d'événements un peu plus, importants. De mettre en place aussi un écosystème des acteurs de la donnée, que ça soit, voilà, d'échanger avec le département, Grand Lac, Chambéry Grand Lac Économie, et Grand Chambéry Alpes Tourisme. On a participé donc à un hackathon, dans la cadre de la semaine de l'innovation publique, sur les données financières, donc avec, la DGFiP, qui était organisée par la DGFiP et en partenariat avec, l'université de Savoie. Et puis on a expérimenté aussi une cartopartie dans le cadre de l'événement Connectons-nous. Donc là, on a voulu, du coup, faire participer les habitants. Donc je m'étends un tout petit peu plus en 1 minute.
dont on souhaitait faire réaliser aux habitants une carte interactive sur les aires de jeu d'enfants à Chambéry. Mais du coup, donc on a développé un petit module sur smartphone qui collecte la donnée. Donc pour savoir où étaient les jeux d'enfants, bon, même si le service de la ville de Chambéry le savait, et d'aller au-delà, en fait, de savoir s'il y avait de l'ombre, s'il y avait une fontaine à eau, des toilettes publiques, et dans le but de leur offrir un nouveau service. Donc cette cartopartie, elle a eu le mérite d'exister et puis c'était, a priori, intéressant puisque le retour qu'on a eu sur le salon, Connectons-nous a été positif. Pour autant, les habitants, il aurait fallu les accompagner un peu plus, puisqu'il y en a très, très peu qui ont participé. Donc voilà, donc sur, le volet animation, on a du progrès à faire. Mais voilà, c'était intéressant, notamment on souhaitait que les habitants aussi redécouvrent leur quartier, puisque moi je l'ai fait avec des collègues et voilà, on s'est baladés dans les Hauts-de-Chambéry et on a découvert, des petits coins, très sympathiques et voilà, c'était un peu l'objectif. Et enfin donc sur, 2020, donc on a, expérimenté avec Open Data Soft, Apidae donc qui agrège des données de tourisme, Grand Chambéry Alpes Tourisme qui est sur la compétence tourisme et Grand Chambéry. Donc une carte à partir des données en open data de Grand Chambéry, des données d'Apidae qu'on a pu, agréger et donc on a fait un petit outil pour redécouvrir le territoire en mode doux. Donc c'était à la sortie du confinement pour que les gens ne perdent pas leur habitude, utilisent le vélo, le bus, pour accéder soit à des parcs, soit à des commerces, et cetera. Voilà, donc j'ai fait le tour. Heu, hop, hop, voilà. Donc du coup, on va voilà, on va répondre aux questions. Je vais arrêter le partage, d'écran. C'est une présentation un peu rapide, mais comme on est un peu contraint, dans le temps, donc voilà, on va prendre un petit temps pour répondre à vos questions, Pour la main. Oui, alors bonjour, vous avez quelques questions dans le chat. Donc, il y avait une question sur, vous avez évoqué la multitude d'informations obtenues par l'open data et la demande de l'État. Pourriez-vous donner des exemples d'usages concrets et de besoins auxquels ils répondent? J'ai renvoyé sur la plateforme Open Data Group. Tu veux peut-être donner une précision ou pas, Olivier? La personne qui a posé la question, c'est oui. Dylan Morera. Si Elle peut vous pouvez préciser reformuler la la question. question. Est-ce qu'elle nous entend? Oui. Oui, excusez-moi. Oui, c'était simplement pour avoir un petit peu de, comment dire, de précision sur comment est-ce que ça se matérialise dans la vie des citoyens sur votre agglomération. Comment est-ce que ça peut changer des usages? Est-ce que ça peut apporter un réel bénéfice? Et si oui, voilà, pour quelle application? Est-ce que vous avez évoqué les mobilités, par exemple? Mmh. Donc, bah, en fait, donc ce que je disais, l'open data, la difficulté, c'est qu'on ne connaît pas forcément les usages. Voilà, moi, je fais un peu de veille sur internet pour voir, voilà, comment ressortent, les données de Grand Chambéry ou de la ville de Chambéry, mais c'est pas évident. Des fois, je tombe dessus par hasard, mais principalement, on ne sait pas comment elles sont pour quel usage elles sont réutilisées. Principalement, effectivement, ce sera pour, la mobilité. La récupération des horaires, théoriques, des transports en commun, le réseau de bus, le réseau de pistes cyclables. Après dans le quotidien, voilà, dans le quotidien des habitants, bah, elles vont être ces données, elles vont être intégrées à des plateformes de mobilité, en fait. Et après sur, voilà, sur la plateforme que j'ai montrée de commande publique, c'est là, on est vraiment sur de la transparence démocratique, c'est-à-dire que n'importe quel, citoyen, mais bon, il faut quand même faire la démarche. J'avoue que l'open data, en fait, c'est un peu abrupt pour l'habitant, lambda. Donc pour l'instant, on a utilisé, la plateforme open data de faire des liens entre notre site internet et la plateforme open data, notamment avec, des data vis, des cartes, qui peuvent, se générer automatiquement. Heu et là, voilà. Pour l'instant, c'est vrai que le
l'apport aux citoyens est peu visible. D'accord. Merci. Si je peux faire un petit complément peut-être, Lise, aussi, Oui, oui. je pense une des questions qu'on a souvent, enfin moi de ces derniers mois, ce que j'ai déjà eu, c'est effectivement le citoyen, il a une approche, on va dire liée à la thématique qui l'intéresse et qui est pas forcément calquée sur le périmètre de compétences des collectivités. Et c'est vrai qu'on a souvent en fait des questions où les gens nous disent où est-ce que je peux accéder à telle donnée, et puis tout de suite en fait on est coincé parce que c'est pas de la donnée que les communes ou l'intercommunalité produisent. Donc le fait que les plateformes de données puissent communiquer permet que quand la donnée est en open data ailleurs, c'est des choses que Lise fait déjà, elle puisse aller appeler justement ces données d'une source de données extérieure sur une thématique qui est d'intérêt localement, donc sur le territoire, et c'est mis à jour depuis les données de l'État, etc. Mais ça demande du temps en fait de facilitation, quoi. Je pense que c'est vraiment ça le gros enjeu, d'avoir justement des agents qui prennent le temps de réceptionner la demande, de diriger les citoyens vers la bonne source de données, et après, effectivement, quand il faut créer des visualisations, etc., de les accompagner là-dessus. Merci. Il y avait une question de Régis Perdreau. On a répondu directement dans le chat. Marion a répondu directement. Vous pourrez voir la réponse. Marion, tu veux commenter? C'est à propos de l'Open Document Format, Régis Perdreau. Oui, donc en fait, les formats qui sont effectivement utilisés sur notre plateforme Open Data de la ville de Chambéry et de Grand Chambéry ne font pas l'utilisation de ce format ODF. Pour la bonne raison que, en fait, on a plutôt utilisé les possibilités de la plateforme concernant des formats standards fichiers dits fichiers plats CSV qui sont lisibles par tout type de logiciel. Et ensuite, en termes de format géographique, de géolocalisation des données, on est sur des formats qui, au départ, comme le format shape, sont des formats propriétaires, mais qui sont devenus par défaut et par l'utilisation tellement disponible par des logiciels tels que QGIS, qui sont des formats, des logiciels complètement gratuits et disponibles à tout le monde, des formats qui sont par défaut utilisables par tous. Merci Marion. Est-ce qu'il y a des réactions, encore des questions? C'est bon pour... Donc je vous propose qu'on passe à la séquence suivante. Ghislain, moi j'avais peut-être une petite question, parce que c'est vrai qu'il y avait une question sur les données financières, et donc j'ai été reprendre pour essayer d'y répondre. Donc ma question, c'est plutôt pour Lise. Les données financières en fait qu'on a actuellement, donc ça s'arrête à 2019. C'est une question de délai avant qu'on mette à jour avec les données 2020 ou... Le compte administratif 2020 de Grand Chambéry sera voté en mai, donc je ne peux pas le publier avant le vote. Voilà, là on travaille sur le publier en automatique avec du flux pour que ça soit plus clair pour le citoyen sur le compte administratif 2019 pour Grand Chambéry, et après on fera aussi pour la ville de Chambéry. Parce que je trouvais que les données financières, comme elles sont présentées actuellement, ce serait pas évident en fait. Voilà, et j'essaye aussi de coller, puisque l'open data, c'est aussi pour que ces données se parlent, en fait, ce qu'on appelle l'interopérabilité, c'est qu'elles soient publiées dans des schémas types. Et donc, notamment sur les données financières, on a un schéma, donc j'essaye de les publier sur ce schéma-là. Ça me demande un peu de temps, puisqu'il y a des moulinettes techniques. Et les subventions, on les a sur Grand Chambéry, par contre, on les a pas encore au niveau de la ville, c'est ça? Non, on ne les a pas encore au niveau de la ville, mais ça ne saurait tarder. Ok, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que je peux poser une question, s'il vous plaît? Oui. C'est Michel Julien, du Conseil citoyen des Hauts-de-Chambéry. Par rapport aux informations que vous mettez à la disposition du public, il y en a une qui intéresse les conseils citoyens, mais éventuellement les conseils de quartier lorsqu'ils existent sur Chambéry, ce sont les permis de construire. À partir de quel moment est-ce que les permis de construire sont accessibles? Est-ce qu'ils le sont au moment de l'instruction
ou est-ce qu'ils le sont seulement lorsqu'ils ont été attribués? Oui, donc concernant les documents d'urbanisme, il y a effectivement des règles très strictes de diffusion. Et comme vous le disiez, au niveau du document, tant qu'il n'est pas publié, le document est strictement personnel et confidentiel. Et c'est juste au moment de l'affichage d'ailleurs en mairie qu'il pourrait être mis à disposition. D'accord. Et est-ce qu'il est organisé par date sur quand on a accès à votre base, ou est-ce qu'il faut qu'on recherche par nom? Alors, pour le moment, les données d'urbanisme des permis de construire ne sont pas disponibles en open data. Donc, vous ne les trouverez pas sur notre plateforme. C'est disponible en mairie sur les tableaux d'affichage à ce moment-là. On n'a pas du tout mis en place cette thématique à ce jour. D'accord. Mais donc, ce que je vous dis aussi, c'est que vous comprenez que cela puisse nous intéresser lorsque nous travaillons en commission d'urbanisme dans un conseil de quartier. On est assez à la recherche de ce type d'informations. Très bien, oui, c'est noté. Alors ensuite, je peux aussi rebondir sur une information qui a été donnée concernant la recherche de localisation des espaces de jeu. Si la ville de Chambéry avait décidé de mettre en place les conseils de quartier comme ils fonctionnaient jusqu'en 2014, les conseils de quartier avaient la possibilité de participer à ce genre d'informations, puisque cela avait été fait. Moi, je suis dans le conseil de quartier de Haut-de-Chambéry depuis un certain nombre d'années, et c'est le type d'activité qu'on avait de répertorier les éléments présents pour les habitants sur le quartier. Donc, si d'aventure la ville de Chambéry, disons la municipalité actuelle, décidait de réactiver les conseils citoyens, je pense que vous pourriez les solliciter pour participer à ce genre d'informations. Tout à fait. Juste pour revenir sur les permis de construire, donc oui. Sur notre plateforme Open Data, on a mis des données qui ne viennent pas de nous, qui s'appelle la plateforme Citadelle. Donc où vous pouvez trouver le nombre de permis de construire par type, par commune, donc en date réelle pour la Savoie. Donc ça, c'est pas des données qui viennent de chez nous, mais du ministère de l'écologie, de l'énergie et du développement durable. Et donc, nous, on les relaie sur notre plateforme Open Data. Donc, vous pouvez avoir ce type de données-là. Merci. Merci pour vos questions. Je vous propose que, si vous avez d'autres questions, vous pouvez... moi, je vois qu'il y a quelqu'un qui lève le bras. Dominique, je vous laisse la parole. Et puis, ça sera la dernière, parce qu'il faut qu'on passe après. Désolé, c'était pour dire bonjour à un collègue qui vient d'arriver. Ok, parfait. Non, on va passer à la séquence suivante. Donc, l'idée, c'était de rendre aussi très concret l'utilisation de ces datas, et on remercie les deux intervenants qui vont suivre et qui ont accepté de participer et préparer leurs interventions. C'est à la fois des gens que je dirais même qui cultivent, qui collectent et qui redistribuent de la donnée sur le territoire. Donc, c'est vrai que ça donne vraiment une application directe de ce que ça peut donner ici sur le territoire de Chambéry. Je vais passer la parole à François Van der Biest, qui est producteur de données et développeur de métiers. Voilà, François, je te laisse la parole. Vous m'entendez bien? Allô? Oui, on vous entend. C'est parfait, super. D'abord, je voudrais remercier ici l'AGLO de me donner l'occasion de présenter ma démarche. Alors, je m'appelle François Van der Biest et je suis effectivement producteur de la donnée des jardins partagés dans l'agglomération chambérienne. Et là, je vais vous raconter un petit peu rapidement l'histoire de ces données. Alors, peut-être, je vais partager mon écran parce que j'ai quelques trucs à montrer. Voilà. Alors, où est-ce qu'il est? Très bien, on voit votre écran. Tac. Ok. Donc oui, je suis responsable d'un jardin partagé à Chambéry qui s'appelle les Jardins de la Lesse, que vous voyez ici en photo. Et je fais également partie du collectif des Incroyables Comestibles. Les Incroyables Comestibles, dont l'objectif, c'est une association, un collectif à Chambéry, dont l'objectif est de jardiner la ville. Vous nous voyez là
en train de prendre la pause. J'ai eu envie l'an dernier de recenser les jardins partagés dans l'agglomération dans plusieurs objectifs. Déjà, se mettre en réseau avec les autres jardins, ça peut être intéressant en tant que responsable de jardin, mais aussi mieux orienter les personnes qui cherchent un certain type de jardin. Il y a des gens qui veulent des jardins productifs, d'autres juste pour socialiser avec les habitants du quartier. Également pour aider les demandeurs à identifier les jardins ayant des parcelles disponibles. Ce n'est pas toujours évident de trouver un jardin partagé avec de la place. Et puis aussi, peut-être à visée plus politique, de faire un état des lieux du taux d'occupation des jardins partagés. On sait que c'est parfois pas évident de trouver de la place. Voilà, je voulais avoir cette vision du taux d'occupation. Et puis le confinement en version première est arrivé en mars dernier. Et puis dans ce contexte, pour moi, la collecte des jardins s'est apparentée à une sorte de jeu de piste avec l'occasion de sorties vélo à la clé, et souvent bien au-delà du kilomètre autorisé. Et je me suis rendu compte que j'avais une très mauvaise connaissance des autres jardins partagés dans l'agglo, j'en découvrais toujours plus. Alors, au niveau du processus, j'ai commencé avec un tableur que vous voyez là sous vos yeux. Les colonnes n'étaient pas très bien fixées au début. J'ai ajouté des colonnes au fur et à mesure de ma confrontation avec la réalité terrain. Par exemple, le statut du jardin, vous voyez, actif, en cours de définition, etc. C'est des choses que j'ai eu l'idée d'ajouter au fur et à mesure. L'année de création également. Voilà. Alors, comment j'ai collecté ces données? Je les ai collectées sur la base de photos aériennes. Alors, par exemple, Google Maps ou Géoportail IGN. Google Maps, regardez ici, là je suis sur Saint-Alban-l'Hesse, on arrive à reconnaître assez facilement, vous voyez ici, un jardin partagé. Il y en a une autre parcelle ici, vous voyez, c'est très reconnaissable. Donc en explorant la photo aérienne du territoire, mais également en parcourant le site web de la mairie de Chambéry, puisqu'il y a quelques informations sur les jardins partagés sur ce site, en utilisant un moteur de recherche, en tapant simplement le nom de la ville et puis jardin partagé. Puis après, j'ai appeler les responsables pour obtenir les informations qui m'étaient utiles. J'ai également profité du travail préliminaire d'une stagiaire du CPIE Savoie-Viante, qui a désormais fusionné au sein de l'Agence alpine des territoires alpins, et que je vous présente ici. C'est un travail qui a été réalisé sur Google My Maps et qui avait une visée plus large que mon ambition propre, puisque ce travail visait à recueillir les jardins pédagogiques, les jardins partagés, les jardins anti-immeubles, les bacs collectifs, les jardins d'insertion, etc. Et cette cartographie-là, voilà. J'ai fait l'effort de compléter ce document par ailleurs avec toutes mes trouvailles. Et toujours, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait une visite sur place pour chacun des jardins. Ça m'a permis de prendre une photo du jardin pour illustrer ce que j'avais en tête, l'idée de faire un site web, donc pour illustrer le futur site web, et puis surtout pour discuter avec les gens que je rencontrais dans les jardins pour affiner les informations collectées, par exemple le nombre de parcelles, la surface, l'âge du jardin. Alors au final, après avoir finalisé ce tableau, j'ai pu créer un site web que je vous présente ici, qui reprend l'ensemble des informations collectées afin de partager l'information au plus grand nombre de manière accessible et trouvable assez facilement puisque ce site est référencé. Vous voyez, on retrouve chacun des jardins avec une localisation carte, un contact et quelques informations et la photo, ce qui permet d'orienter les gens. Le site web et la donnée sont placées sous licence CC0, comme vous voyez, il y a le petit badge en dessous. C'est une licence qui est très proche du domaine public. Hein, je cède tous mes droits. Voilà. Et je les ai publiés sur... alors voilà, je voulais présenter la licence CC0. On parlait des licences Creative Commons tout à l'heure. Moi, j'ai fait le choix de la CC0, donc comme elle l'indique ici, pas de droit d'auteur. La personne qui a associé une œuvre à cet acte a dédié l'œuvre au domaine public en renonçant dans le monde entier à ses droits sur l'œuvre. Voilà, alors ça peut paraître bizarre de renoncer à ses droits complets sur l'œuvre, mais ça permet en fait, dans les faits, d'avoir un usage le plus large possible de la donnée. C'était bien mon objectif. Ceci fait, j'ai placé les données sur le site data.gouv.fr, sur conseil de Lise, justement. Vous voyez, vous me retrouvez en photo ici, et puis vous voyez, vous pouvez télécharger le fichier CSV qui résulte d'un export de mon tableur à un temps donné, et que je vais pouvoir actualiser à l'occasion. Voilà, et puis data.gouv.fr permet de déclarer des réutilisations de la donnée. Alors là, j'en ai déclaré deux. La première, c'est la carte des jardins en Savoie, celle du travail préliminaire de la stagiaire du CPIE Savoie-Viante que j'ai enrichi.
Et puis, la deuxième réutilisation étant le fameux site web des jardins collectifs de l'agglomération de Grand-Chambéry que vous voyez ici. Plus récemment, la donnée a été importée au sein de la plateforme Open Data de Grand-Chambéry. Vous la voyez ici. Donc, finalement, c'est une copie du jeu de données. Et ce qui a l'intérêt, c'est de le rendre disponible par API, au prix d'une duplication avec la source initiale. Donc, ça, c'est des choses qu'on discute ensemble. Voilà. Dans les évolutions de ce jeu de données, je dirais que dans mes objectifs, j'ai l'idée de partager l'information avec OpenStreetMap. OpenStreetMap, c'est cette base de données mondiale que je vous présente ici, représentée sous la forme d'une carte, hein, des objets de la vie courante, des rues, ça a démarré comme une collecte des rues avec les gens qui se baladaient avec leur GPS, et maintenant ça va bien au-delà avec des gens qui s'intéressent aux lignes électriques, à la hauteur des trottoirs ou que sais-je. C'est vraiment assez phénoménal ce qui se passe dans cette communauté libre. Ici, je vous présente l'équivalent de la photo aérienne. Vous voyez qu'ici, on repère le jardin partagé, un jardin partagé, mais on voit une des limites, c'est que vous voyez, c'est incomplet. Ici, là, ça n'a pas été complété. Donc, moi, un de mes objectifs serait de partager l'information sur OpenStreetMap avec l'ensemble des données collectées. Donc, c'est une évolution à terme. Après, on peut aussi se poser question sur la structuration de la donnée. Elle n'est pas extraordinaire. Vous voyez, on passe d'un numérique à une chaîne de caractères. Il y a des champs qui ne sont pas bien typés, etc. Là, on m'a fait la réflexion que pour représenter sur une carte, ce champ-là n'est pas adapté. Il faudrait plutôt une colonne longitude et latitude. Donc voilà, ça, c'est des choses que je planifie de faire à l'occasion quand je trouverai un peu de temps. Et puis également le champ ville, parfois incorrect. Regardez BC ici, en fait BC est rattaché depuis 61 à Chambéry. Donc il faut que je corrige tout ça. Une des évolutions également, c'est que le jeu de données pourrait être ajouté à la page sur le site de Grand-Chambéry des jardins partagés, qui, elle, arrive en premier. Si on fait une recherche dans Google des jardins partagés de Chambéry, c'est la première page qui sort. Malheureusement, cette page ne mentionne pas du tout le jeu de données. Donc, ça pourrait être une addition intéressante que je suggère ici à la collectivité. Voilà. Alors, dans les limites de l'exercice, donc je vous ai parlé de mon souhait d'actualiser le jeu de données. Mais justement, quelle actualisation? Pour l'instant, je n'ai pas eu ou je n'ai pas pris le temps de le faire. Ça fait déjà 6 mois que j'ai réalisé ce travail. Ça pourrait être intéressant. Donc voilà, qui est responsable du jeu de données? Est-ce que la source de vérité, c'est moi, mon fichier CSV que j'entretiens dans mon coin? Est-ce que c'est l'API est-ce que c'est la copie qui est réalisée sur le site de Grand-Chambéry? Est-ce que c'est la donnée que j'ai poussée sur data.gouv.fr? Voilà, on met en évidence des limites déjà. Une question que je me suis posée aussi, c'est la présence d'adresses email dans ce jeu de données, puis le lien avec la législation RGPD, donc référentiel général de protection des données. Bon, renseignement pris, ces informations-là étaient déjà disponibles sur des sites web à droite, à gauche, donc ce n'est pas un grand souci de les publier. Par contre, si c'est une communication orale, c'est-à-dire si la personne me donne son numéro de téléphone, il faut que j'ai un accord écrit. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai appris à cette occasion. Alors, quelle utilité de ce jeu de données? Alors, je reviens sur, non pas celle-là, cette page-là, avec l'ensemble des jardins. Quelle utilité? Donc, ce travail, je l'ai constaté, a comblé un vrai manque qui peut s'expliquer par le fait que Grand-Chambéry ne disposait pas de cette donnée, parce que ce n'est pas de la compétence de l'agglomération. Les jardins partagés, c'est une compétence communale. Chaque commune gère ses jardins. Donc là, on voit bien l'intérêt pour une collectivité territoriale de fonctionner main dans la main avec ses administrés, parce que ces tâches de collecte et de curation de l'information prennent du temps. Et surtout, les citoyens ont une connaissance du terrain qui est vraiment inégalée. On le voit notamment à travers le projet OpenStreetMap qui est assez bluffant. Et enfin, pour conclure, j'ai eu par téléphone ou par email des personnes qui ont utilisé cette page là que je vous présente pour trouver un jardin et qui m'ont fait part de leur grand plaisir et satisfaction à trouver cette ressource qui a permis de les orienter. Voilà, donc pour moi, l'objectif est rempli. Voilà, je vous laisse la main, Lise. J'ai fini. Merci François. Voilà, et puis en plus, le timing impeccablement respecté. Parfait. On se laisse 2 minutes de questions-réponses si besoin. Pour François. Il y a des réactions?
Des besoins de complément d'information? Alors, je vois qu'on nous demande le lien dans le chat. Eh ben, on va communiquer le lien. Ouais, je vais le donner. Je vais le mettre dans le chat directement. Pas de réaction? Ok. Donc, je vous propose qu'on passe à la deuxième intervention de Pierrick, de l'association Roue Libre. Là, vous allez voir, il y a aussi une application d'outils d'aide à la décision. Dans la première partie, on était sur initiative citoyenne aussi, mais là, il y a aussi une dimension d'outils à la décision, et c'est pour ça que c'était aussi très complémentaire vis-à-vis de l'intervention de François. Je laisse la parole à Pierrick. Bonjour, je vais partager. Hop là. Normalement, c'est bon. Vous avez le diaporama? Ça marche. Alors, nous, Association Roue Libre, on a utilisé les données ouvertes pour faire de la valorisation cartographique. C'est vraiment une valorisation dont on avait besoin au sein de l'association. Bon, Alexis, je vais présenter l'association, ce sera plus simple. L'association Roue Libre, elle a 29 ans d'existence, il y a 630 adhérents. Elle est basée sur l'ensemble de la Savoie. Elle intervient sur des ateliers d'auto-réparation et vélo-bricolade. Le festival Vélo-Son qui a lieu tous les 2 ans est animé par l'association. Elle s'occupe de sensibilisation du public à l'usage du vélo. Et il y en a un pôle qui essaye de s'occuper de la politique et des aménagements cyclables, et je ne vois plus ce qu'il y a derrière. Et on s'occupe aussi de la récupération et du réemploi des vélos, qui est en lien avec la vélo-bricolade. Donc, je vais revenir sur l'aspect cartographique. En fait, nous, on avait vraiment un besoin cartographique au sein de l'association parce qu'on souhaitait travailler sur les problématiques cyclables à grande échelle et notamment à l'échelle de l'agglomération ou de l'agglomération de Grand Chambéry ou d'autres agglomérations. Ces aspects cyclables nécessitent de croiser et d'analyser des données différentes. On a des données à la fois sur la voirie, sur l'accidentologie et tout un tas d'autres choses. On avait besoin de pouvoir hiérarchiser nos propositions, savoir dans nos propositions qu'on va faire à la collectivité, de savoir sur quel secteur il faut intervenir en priorité et pourquoi. Et on avait aussi besoin d'un support de visualisation et de communication pour l'extérieur. Donc, tout cela a fait qu'on a basé notre travail sur un système d'information géographique. Donc, on a fait du SIG littéralement, qui nécessite un référentiel cartographique qui sert de fond de carte et des jeux de données dessus. Donc, le principe du système d'information géographique, comme vous le voyez tout en bas, la couche de base, c'est le référentiel cartographique. Alors, le référentiel peut être OpenStreetMap, le géoportail, Google Maps, etc. Et sur ce référentiel, on ajoute des jeux de données cartographiques. Des jeux de données cartographiques qui peuvent avoir une composante attributaire, donc typiquement des données qui sont dans un tableau format Excel ou autre, et une composante graphique qui permet de localiser l'élément. Un exemple de jeu de données qui a été ouverte. Donc, on voit la composante attributaire dans la partie de gauche. Donc, ce sont les fameuses données qui sont associées dans le tableau, et la composante graphique sur la carte de droite qui est la localisation des éléments. Donc là, ce sont des éléments qui sont des compteurs vélos qui sont sur l'agglomération, qui comptent les passages vélos. Une réutilisation qu'on en a faite avec UMAP, donc qui est un outil SIG qui travaille avec le fonds OpenStreetMap, eh bien, on a republié la série de points des compteurs vélos, et dans les données, on a affiché, donc pour chaque élément, on a affiché les informations associées, et je me suis même permis de rajouter une information qui n'existe pas dans le jeu de données de l'agglomération, c'est-à-dire le lien vers la page du compteur, qui permet de récupérer, donc par ouverture d'une nouvelle page Internet, les données du compteur. Un exemple de valorisation cartographique avancée. Donc ça, c'est une carte qui figure en annexe du PLUI HD et qui n'existait pas en version géographique. Elle existe en version numérique, certes, mais c'est un document PDF non géoréférencé. Et donc, nous, on avait besoin d'avoir cette carte
sous une version SIG qui permet de travailler littéralement, de travailler sur les connexions. Il y a des éléments qui avaient été identifiés donc comme à créer, à modifier sur les liaisons cyclables de l'agglomération. Et nous, ça nous permet d'avoir d'autres propositions. Donc ça, c'est une valorisation cartographique avancée. Derrière, il y a des données qui ne sont pas forcément disponibles en open data, et il y en a d'autres qui l'étaient. Notre base de réflexion cartographique. Donc là, on a compilé littéralement tout un tas de sources de données. On retrouve les données qui viennent du schéma directeur cyclable. On retrouve les éléments orange avec des numéros. Ça, c'est des données qui sont des données ouvertes qui sont sur le site de la FUB, qui remontent lors des enquêtes du baromètre cyclable et qui isolent tous les points noirs. C'est-à-dire que c'est tous les commentaires d'utilisateurs qui ont référencé des points noirs. Donc, c'est les endroits où on a des difficultés cyclables. On a sur cette carte aussi des données d'accidentologie qui proviennent là du site du gouvernement, du site de l'État, que j'ai complété avec d'autres données qui viennent des services de secours. On a des données qui proviennent de l'agglomération, donc les aménagements en cours de réalisation ou les aménagements réalisés, et les données sur les abris et consignes à vélo. Donc cette carte, typiquement, pour nous, c'est une base de réflexion pour savoir sur quel secteur il y a des vrais besoins et sur quel secteur il y a des problématiques qui ne sont pas forcément identifiées dans le schéma directeur cyclable. C'est-à-dire que j'ai des points noirs qui existent à des endroits où dans le schéma directeur cyclable, le tronçon est référencé comme étant de bonne qualité. Donc ça nous permet de réfléchir, de hiérarchiser et de communiquer nos propositions. Donc là, c'est un exemple de synthèse qui a été effectuée avec des propositions d'aménagement à court terme qui figurent en orange, qui sont désormais publiques, qu'on a communiquées, et la couche est téléchargeable directement dans UMAP. Il y a un petit bouton pour télécharger, exporter la couche et la réutiliser comme bon nous semble. Et des aménagements à moyen terme qui sont en marron, qui sont pour l'instant toujours en cours de réflexion au sein de l'association. Donc, pour nous, l'atout de l'ouverture des données, c'est à la fois la mise à disposition du public des données existantes, ça nous permet de faire une valorisation supplémentaire, ça permet un gain de temps significatif sur l'exploitation de ces données, ça facilite l'analyse cartographique ou tabulaire. On peut croiser des sources de données différentes et on peut faire des traitements sur les données qui sont associées derrière dans le tableau Excel. On peut tout à fait traiter les données qui sont derrière. Ça aide au choix et à l'élaboration de propositions. Donc ça, c'est quelque chose qui nous est propre. Ça va bénéficier au public et à la collectivité puisque le travail qu'on fait littéralement peut être récupéré directement par la collectivité. C'est le cas avec les aménagements de court terme. Ils peuvent réintégrer directement dans le SIG la collectivité, la couche qu'on a produite. Et ça garantit une certaine transparence. Évidemment, on sait que toutes les données sur le Covid sont absolument toutes communiquées en open data. En termes de perspective, ça permettra à terme de faire des cartes nettement plus complexes et notamment d'ajouter de nouvelles couches et de faire des traitements sur les données attributaires. Les questions auxquelles on pourrait répondre avec cet outil, c'est notamment quels sont les arceaux à vélo disponibles dans un rayon de 200 mètres autour d'une bibliothèque. Est-ce que l'aménagement cyclable qu'on propose est réalisable? Quelles sont les contraintes foncières, les contraintes de voirie, les contraintes de réseau? Et est-ce qu'il est compatible avec le flux routier actuel ou futur? Tout ça, c'est des nouvelles données qu'on peut superposer à nos cartes ou qui peuvent être superposées par l'agglo à ses propres cartes. Et quelles modifications pourraient être apportées au plan de circulation pour améliorer la sécurité et l'apaisement d'un quartier? Donc ça, pareil, ce sont des éléments qu'on peut avoir grâce aux données ouvertes et qui jusqu'à maintenant étaient assez difficiles à appréhender par tous les opérateurs. Et ça nous permet aussi de faire des échanges avec d'autres opérateurs, donc les collectivités, les autres associations, le public, notamment en mettant à disposition les éléments cartographiques qui permettront une nouvelle valorisation. C'était ce que je vous disais tout à l'heure. On peut revaloriser les éléments, c'est-à-dire nous, on va faire une proposition d'aménagement cyclable temporaire à court terme. Et cette proposition, ce qu'on souhaite, c'est que l'agglo puisse s'en emparer et dire, bah voilà, on va mettre en place cela on ne peut pas pour telle et telle raison. Donc ça, c'est une nouvelle valorisation de la proposition.
Et c'est aussi une aide à la décision pour les acteurs publics et politiques qui ont un outil littéralement sous la main. Répondre. Voilà, donc je vous remercie. Je laisse conclure Monsieur Noblecourt donc sur cette intervention, voilà, sur cet atelier, cette plénière et cet atelier. Merci, je vais être rapide, hein, de toute façon, je pense que tout a été dit. Je pense que c'était un moment, enfin, j'ai l'impression que c'était un moment très riche. C'est assez enrichissant de faire ce mélange justement des acteurs entre les agents de la collectivité, des acteurs associatifs, des personnes qui s'intéressent au sujet. Moi, je serais très preneur si effectivement, bon, on va voir le résultat du sondage, mais il y a un intérêt pour continuer ce type de travail, peut-être sur 1 ou 2 axes identifiés qui seraient les plus pertinents. Je pense que c'est une vraie richesse pour la collectivité. On le voit là, par exemple, sur la thématique du vélo, en fait, d'avoir une structure comme Roue Libre qui est en capacité de faire un peu ses propres analyses, qui a créé une vraie expertise technique, en fait, pointue. Ça challenge en fait nos services, ça leur donne des réflexions parallèles, ça enrichit ce qu'on fait en interne. Et pour une collectivité, c'est vraiment très appréciable, je trouve, d'avoir ce regard-là, ou l'exemple qu'a pu montrer François aussi, où il va lui-même aller collecter de la donnée qui manque, en fait. Donc je pense que pour l'avenir, il faut vraiment qu'on réfléchisse à une complémentarité entre ces initiatives associatives et citoyennes et ce que fait la collectivité. Il ne faut pas être dans une logique en fait de citoyens qui viennent revendiquer du partage de données et des collectivités qui veulent les cacher, en fait, quoi. C'est vraiment vers la co-construction qu'on doit aller. Et ça va permettre à la fois de démultiplier la capacité d'action de la collectivité, en fait, parce que déjà, ça nous fait des ressources en plus dans une période de ressources maigres pour la collectivité. Et aussi d'orienter le contenu des politiques publiques, tout simplement, parce qu'avec ce type d'initiative, en fait, on voit bien que celui qui produit, qui maîtrise la donnée, il a aussi une influence, en fait, sur la façon dont elles sont exploitées et qu'est-ce qu'on explore comme thématique, quoi. Voilà, j'espère qu'on pourra continuer les échanges avec ce groupe de format assez souple, interne-externe, par la suite. Merci. Et puis, grand merci à toute l'équipe d'organisation, globalement, pour de la visio, ça s'est très bien passé. Merci beaucoup et puis, je vous souhaite une très bonne fin de journée, une bonne matinée et puis, à bientôt alors puisque